Jean Gantz, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous avez proposé cette émission pour mieux comprendre l'économie. Alors, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour avoir envie de faire comprendre l'économie? Eh bien, en fait, j'étais en train de monter, 2 conférences, sur l'environnement et le climat et une autre sur l'énergie, les 2 étant complètement liés et à force, de potasser, ces 2 sujets et aussi, on va dire à cause aussi de la crise, actuelle, je me suis aperçu que si, le climat et l'énergie étaient 2 choses qui étaient intimement liées, elles étaient, liées encore plus avec, l'économie. Donc je pouvais pas me échapper à parler si je parlais du climat et de l'énergie, je ne pouvais pas ne pas parler de l'économie. Ce qui m'a amené à faire une trilogie, de conférences gesticulées, que j'ai appelées les 3 E dans le même panier, donc environnement, énergie et économie, voilà. Vous avez une formation d'économiste? Non, je suis pas du tout économiste, je suis de formation, ingénieur en énergie, et climat. Je Vu que tous nos chers économistes se sont à peu près tous plantés, et que les mêmes qui répétaient les mêmes erreurs, voilà. Je pense que, il y a un avantage de pas être de formation économiste pour avoir une ouverture d'esprit par rapport au cadre. Parce qu'en fait, cette conférence, le sous-titre, c'est «Sortir du cadre». Voilà. C'est un peu la c'est une énigme. Vous avez, 7, allumettes et vous devez faire, 4 triangles. Alors 3 triangles, c'est assez facile Mmh. avec et quand on demande à quelqu'un de faire, 4 triangles et ben, il cherche, c'est un casse-tête, hein, voilà, on va pas le faire à la radio parce que c'est pas très C'est pas très radiophonique, non? non, On ne voit rien à la voilà. radio. Mais en fait, la solution, elle est que, ben, on essaye, on pose ça sur une table et la personne, elle cherche la solution sur la table. En fait, la solution, c'est de faire un tétraèdre, c'est une pyramide, hein, voilà. De faire une pyramide, c'est de passer en 3 dimensions. C'est de sortir du cadre dans lequel on est imposé, voilà. Et ça, c'est, une mathématique, intellectuelle qui est très difficile. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un cadre et la solution n'est pas dans le cadre sur lequel, on est. Parce qu'on se l'impose, voilà. Et donc, voilà, c'est pour, essayer de souligner que face à la crise économique, la sortie, les solutions, elles sont hors du cadre dans lequel on s'enferme toujours et on s'enferme naturellement, quoi. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui et puis toutes les émissions qu'on peut écouter aujourd'hui sur l'économie? Il y a beaucoup d'informations sur l'économie. Oui, la connaissance, c'est des pulses, voilà, il y a beaucoup de pièces. Il y a certaines pièces d'un pulse, qui sont importantes. Il faut les avoir pour pouvoir raccrocher les choses a après. Donc le but, moi, c'est de donner certaines pièces du puzzle qui sont dures à trouver parce qu'on en parle, voilà, on en parle peu et après aux gens de raccrocher. Voilà, c'est vraiment les petites pièces essentielles, enfin qui me semblent essentielles, voilà, dans ce cadre, À la fois, on a l'impression quand même que l'économie, c'est une affaire de spécialistes. On n'a peut-être pas les bases non plus pour oui. bien comprendre. Je sais plus qui disait que la complexité est utile pour cacher la vérité. En fait, on a bien sûr, il y a les détails sont toujours compliqués, mais on va dire les moteurs, sont simples et donc c'est pour ça que moi j'essaie de faire remonter certains moteurs qui sont simples. Mais c'est vrai que oui, si je commence à vous dire que les produits dérivés, basés sur un taux d'inflation, variable avec, une actualisation des CDC qui n'est pas possible, dans un cadre, d'inflammation de l'énergie, enfin bon, je peux On a raconter envie de fuir quand voilà. même. Oui, non, mais c'est un peu comme le sketch des inconnus, quoi, voilà. Je sais pas si vous connaissez le sketch des inconnus sur les langages, on va dire des jargons de spécialistes. Voilà. Les spécialistes ont un jargon, ils ont un vocabulaire, c'est pour entre eux, ça fait bien aussi, voilà. Donc moi l'idée c'est de casser déjà ce vocabulaire, voilà. Dans mes 3 conférences, j'enlève ce vocabulaire. Le capitaine Haddock, il donnait des insultes. Les insultes, c'était, espèce de bachiboujouk, australopithète et cetera. C'est des mots, c'est pas des insultes, c'est des mots complexes, c'est des mots, compliqués et tout le monde le prend pour des insultes, voilà et ben, le but, c'est d'éviter ces C'est le gros même mots. principe. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit avoir des bases pour comprendre l'économie? Non, non, parce qu'on est baigné dans l'économie. Tout le monde vit, voilà, à part, je sais pas, peut-être, quelques ermites, qui ne sortent pas ou des gens qui sont en complète autarcie, mais tout le monde est baigné, voilà. Vous allez tous acheter votre baguette de pain, vous avez tous des revenus, on échange, voilà, on a tous de la monnaie. Du moment que vous avez de la monnaie, vous êtes dans l'économie et on est dans l'échange, voilà et en fait,
l'idée, c'est de parler aussi de la monnaie, qui est un thème qui est très peu abordé, quoi. On dit que dans nos sociétés, il y a 3 tabous. Il y a le tabou du sexe, le tabou de la mort et le tabou de la monnaie. C'est peut-être celui qui est le moins parlé, c'est, le tabou de la monnaie. Parce qu'en fait, on baigne tellement dedans qu'on le voit pas, quoi, hein. C'est comme, voilà, qu'on prend pas de recul, qu'on est trop près, on voit pas. Voilà, la monnaie, on s'est jamais posé comment on crée la monnaie, à quoi sert la monnaie. Alors, qu'est-ce qu'une inflation, une déflation? Alors là, c'est voilà, hop, ça y est, j'ai déjà dit 2 gros mots. Mais par exemple, pour vous faire comprendre, imaginons que dans cette pièce, voilà, on est dans cette pièce là, dans ce studio où voilà, il y a qu'une chose à manger. Donc on a tous besoin de manger, hein, C'est comme vital. ah oui, le plus important dans la vie, c'est d'être pas mort. Heu, voilà, il y a qu'une pomme à manger dans ce studio. Vous avez que 10 €, je les sors pas, voilà, on n'a pas besoin à la radio. Heu, il y a que 10 €, moi je suis prêt à vendre ma pomme. Vous avez que ça à acheter. Quel est le prix de ma pomme? Voilà. Ça vaut les 10 € si j'ai très faim. Voilà, vous avez faim, vous avez faim et il y a que ça à manger, moi je suis prêt à le vendre. Voilà, c'est 10 €. Voilà, c'est 10 € le prix, voilà, c'est logique. Maintenant, admettons que moi je me dis: «Ah, vous avez vraiment faim, une pomme ça suffit pas. Je vais, pour que vous puissiez acheter, plus, je vais vous donner 10 € de plus». Qu'est-ce qui va se passer? Le prix de la pomme, il va être à combien? 20 €. Voilà. En fait, j'ai rien créé, j'ai fait de l'inflation. Toute cette parabole, c'est pour dire que l'argent, en fait, c'est juste, c'est un bout de papier, ça crée pas de richesse. L'argent, ça travaille pas. L'argent, c'est, juste une convention. C'est basé sur la confiance et on ne crée pas de richesse en créant de l'argent. Voilà, il y a que l'homme qui travaille ou alors la nature pour l'homme, mais l'argent ne travaille pas, ne fabrique rien, voilà. Malgré, c'est une vraie croyance que l'argent travaille, mais elle ne travaille pas. Maintenant, on va faire le contraire, c'est qu'en fait, il y a toujours 10 €. Maintenant, j'ai 2 pommes. Quel est le prix, de la pomme? Voilà. On divise par 2 les 10 €. Voilà, donc 5 €. 5 €. On est en pleine déflation, voilà. Alors une déflation, ça arrive en économie, c'est d'un coup, il y a moins de monnaie, il y a plus de soit il y a moins de monnaie, il y a toujours autant de richesse, soit il y a plus de richesse, on a créé de la richesse parce qu'on a travaillé et il y a pas plus d'argent, donc on est en déflation. Si on crée de la richesse sans créer de l'argent, il se passe la déflation. Qu'est-ce qui se passe quand on est en déflation? C'est que votre argent, elle vaut son pouvoir d'achat de votre argent, il est de plus en plus élevé. Donc qu'est-ce que vous avez intérêt? Vous avez intérêt à le garder. À le garder, oui, Oui, bien sûr. voilà, Mmh. parce qu'il vaut de plus en plus cher. Donc c'est intéressant pour celui qui garde l'argent et quand tout le monde garde son argent, il y a plus d'échange. Donc on rentre en récession. Voilà, il y a un problème, c'est que voilà, parce qu'on a besoin de l'argent. Faut que l'argent circule. Voilà, ça c'est quelque chose de base, dans l'économie, c'est que l'argent étant fait pour les échanges, si elle circule pas, si tout le monde la garde, ça pose un vrai problème. Plus l'argent circule, plus, l'argent, permet des échanges et permet à tout le monde de pouvoir échanger. Parce que plus il y a d'échanges, plus normalement, tout le monde devrait être content et pouvoir, avoir des services parce qu'on peut échanger des choses. Voilà, on peut échanger un service par exemple, le boulanger, tout le monde a besoin du boulanger, mais le boulanger, il a pas besoin de tout. Donc, voilà, il faut. La déflation, c'est un vrai problème. Alors, maintenant, j'ai toujours mes 2 pommes, et maintenant, au lieu d'avoir 10 €, moi, je crée 10 € de monnaie. Voilà, je suis toujours à 10 € de la pomme. Ouais, ça, vous comprenez, voilà, donc, il faut toujours créer autant de monnaie qu'on crée autant de richesse. Maintenant, donc, la première fois, on a créé de l'inflation, la deuxième fois, on a créé de la déflation et la troisième fois, on a fait l'équilibre. Donc, il faut qu'on crée autant de monnaie qu'on crée de richesse. Ça, c'est la gestion. Ce qui est important aussi, après de comprendre, mais c'est qui va créer la monnaie? Vaste question. Mais voilà. Voilà. Donc, en fait, il y a un mécanisme qui est très peu connu, c'est comment on crée la monnaie, voilà. Tout le monde est persuadé que c'est l'État qui crée Tout à fait, oui. voilà, voilà. Mmh. C'est qui crée la monnaie? On Voilà, pense on pense que c'est l'État. voilà, on pense que c'est l'État. Alors l'État, il crée une partie, une toute petite partie de la monnaie, c'est même pas 15. C'est, les billets que vous avez. C'est lui qui les imprime, voilà. Donc, il peut en imprimer plus ou moins, mais en fait, c'est toute une petite partie de la monnaie. La grosse partie de la monnaie, en fait, elle est créée, par les banques. Une autre petite parabole, voilà, imaginons, qu'au lieu que ça soit des pommes,
pour reprendre, c'est des maisons maintenant. Donc, imaginons que vous voulez acheter une maison. Voilà, c'est 100 000 € la maison, comme il y a 15 ans. Qu'est-ce que vous faites pour acheter une maison? Vous n'avez On pas fait les 100 des 000. économies et on emprunte en général. Voilà, d'accord. Avant, on faisait beaucoup d'économies, on empruntait un petit peu, puis Plus ça avance, plus ouais, on... voilà. Et donc, on va à la banque, et la banque, elle vous prête de l'argent. Donc, si, pour revenir toujours avec ma pomme, c'est les banques qui prêtent de l'argent pour vous acheter des maisons. Si elles fabriquent trop d'argent, c'est-à-dire qu'en faisant des prêts, elles fabriquent de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Comme avec ma pomme, il y a eu de l'inflation, il va y avoir de l'inflation sur les maisons. Voilà. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez emprunter de l'argent à la banque, elle prête pas de l'argent de quelqu'un d'autre qui a placé son argent en banque. En fait, la banque, elle le crée juste en changeant un petit chiffre dans une colonne et un petit chiffre dans l'autre colonne. Elle crée l'argent de toutes pièces. Donc, votre argent est créé de toutes pièces et vous allez rembourser cet argent. Voilà, elle vous prête cet argent contre la promesse de rembourser. Et si c'est promis, hein, c'est contractualisé, on ne peut pas encore aller en prison parce qu'on ne rembourse pas, mais il y a quand même des contraintes fortes. Vous êtes obligé de rembourser. Donc vous dites, je veux rembourser cet argent. Et vous allez le faire. Voilà, vous travaillez et vous remboursez cet argent. Vous avez acheté votre maison, comme plein de gens, et vous remboursez cet argent. Vous remboursez son... les intérêts. Eh oui, les intérêts. Voilà, qu'on va parler après, parce que là, on va arriver dans le cœur de la machine. Donc, la banque, elle crée de l'argent. Elle crée de l'argent comment? C'est l'État qui est autorisé à la banque, a dit, toi, tu es une banque, tu auras le droit de créer l'argent. Toi, tu es un établissement financier, tu n'as pas le droit de créer l'argent. Toi, tu es un particulier, tu n'as pas le droit de devenir une banque comme ça. Donc, c'est l'État qui donne le privilège aux banques de créer de l'argent contre intérêt. Et l'État autorise les banques à créer de l'argent. Et en créant de l'argent, on crée aussi, c'est-à-dire on crée aussi des maisons, c'est-à-dire qu'on va en construire. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a... Donc ça fait marcher l'emploi. Oui, ça a fait marcher l'emploi. C'était un vrai boom, on va dire, au niveau économique. Seulement, on a créé plus d'argent qu'en fait qu'on créait de maisons. Donc, il y a eu de l'inflation. Et vu qu'il y a eu de l'inflation, pour revenir avec ma pomme, voilà, j'ai créé, en faisant plus de prêts qu'on a créé de l'argent, parce qu'en fait, des fois, on a créé... on a créé de l'argent, mais la personne, elle n'a pas fabriqué sa maison. Elle n'a pas fabriqué de nouvelle maison. Elle en a racheté une ancienne. Voilà. Elle a racheté une vieille. Voilà, parce qu'elle aimait bien les vieilles. Voilà, ou parce que, voilà. Donc, en fait, si on avait créé autant de maisons qu'on a créé d'argent, il n'y aurait pas eu de problème. L'équilibre était bon. L'équilibre était bon. Il n'y aurait pas eu d'inflation sur les maisons. Mais forcément, c'est long. Voilà, créer de l'argent, c'est changer une ligne. Faire une maison, c'est 1 ou 2 ans. Ça peut être, voilà, ça peut être moins, mais ça demande du temps. C'est du concret, c'est du réel. Et donc, on allait plus vite que la musique et on a créé de l'inflation. Et en créant de l'inflation, les gens se sont dit, ah, une maison, c'est du solide, c'est du costaud. Il y avait beaucoup d'argent qui traînait dans un coin, qui s'était investi dans le monde d'Internet, dans un monde virtuel qui s'était écroulé avec la spéculation sur les points com. Et donc, cet argent s'est investi dans l'immobilier. Et en plus, tout le monde s'est dit, bah, de toute façon, l'immobilier, ça peut que monter, ça peut pas baisser. Donc, l'immobilier a monté. Vu que, en fait, c'est un peu le jeu du mistigris. C'est que moi, si je vous dis, vous voyez le petit livre que j'ai là, moi, je le vends à 1 €. Mais en fait, moi, je veux dire, il vaut 100 €. Vous allez me dire, ah non, là, c'est pas vrai. Je dis, bah si, il vaut 100 €. Vous savez pourquoi vous allez acheter 100 €? Parce que lui, là, celui qui tient les manettes derrière, là, On et va faire un petit coucou à un Lionel, enfin, d'ailleurs, à la technique. un petit coucou à Lionel à la technique. Lui, il veut l'acheter 200 €. Et pourquoi il voudrait l'acheter 200 €? Parce que lui, il sait que moi, je vais lui racheter 300 €. Et vous voyez, C'est de la spéculation, ça. voilà, c'est une bulle spéculative. C'est toujours arrivé. Les Hollandais avaient fait ça sur la tulipe. Il y a une époque, le prix d'un oignon de tulipe valait le prix d'une maison. Il y a même l'anecdote du marin qui venait D'une maison, oui, vous nous dites? oui. Il y a eu une spéculation au XVIIe siècle chez les Hollandais. Ils sont devenus fous de tulipes, dont la tulipe noire, qui était la célèbre tulipe noire, qui était la plus rare. Oui. Et donc, il y a eu une spéculation, une folie spéculative. Le prix était monté tellement haut que le prix d'un oignon de tulipe valait le prix d'une maison.
Et par exemple, un marin qui venait de Russie, qui n'était pas du tout au courant de, voilà, à l'époque, les informations ne circulaient pas comme ça. Il est arrivé, il a voulu manger son hareng, et puis il a pris, dans le bateau, il a pris un oignon de tulipe en se trompant. Et il a fini en prison parce qu'il avait mangé, il avait détruit l'équivalent d'une maison. Et cette spéculation s'est arrêtée en une seule journée. Une spéculation, c'est aussi une folie collective. Et s'est arrêtée en une seule journée, où le prix est redevenu le prix réel. Ouais, c'est comme l'histoire du roi qui est nu. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du roi qui est nu, que d'un coup il y a un enfant qui dit: Ah, mais le roi est nu. Et puis tout le monde d'un coup veut voir que le roi est nu, alors que tout le monde faisait semblant qu'il n'était pas nu. Et d'un coup, bah, la spéculation s'est arrêtée et la Hollande a été ruinée pendant 30 ans à cause de parce que tout le monde avait investi son économie, enfin voilà, ses économies là-dedans. Donc la spéculation est arrivée là sur l'immobilier, donc tout le monde s'est mis à spéculer comme le mystique, voilà. Donc vous voyez comme le livre, moi j'achète 300 euros, allez Lionel il rachète 500 euros parce que vous avez racheté 400 1000 euros et, euh, et on continue comme C'est ça. l'engrenage. C'est l'engrenage. Et vous, comment il va faire pour acheter, voilà, maintenant le prix il est à 20 000 euros du livre. Comment il va faire Lionel pour acheter 20 000 euros? Il n'a pas l'argent. Ah oui, 20 000 Il euros va là. peut-être emprunter. Et bah oui, il va aller emprunter. Et au lieu de s'arrêter, la spéculation, elle continue parce que les banques, elles alimentent, elles créent de l'argent pour cette spéculation. Donc on a une inflation. Voilà. On a une inflation qui est entretenue par la création de la monnaie par les banques. Et les banques, pourquoi elles lui prêtent 10 000 euros pour acheter un livre de rien du tout, d'un euro? Bah, c'est parce que lui, il sait qu'il va la revendre et qu'il a déjà gagné de l'argent en achetant et en revendant. Donc, ça va continuer. Et puis, Mais il y a une limite à ça. ouais, il y a une limite. C'est la limite qu'on va parler, c'est les intérêts. C'est que tant qu'on spécule, la grosse différence entre la spéculation boursière ou la spéculation immobilière et le casino, c'est que quand vous allez au casino, vous jouez votre argent. Donc quand vous spéculez, quand on spécule en économie, on joue avec l'argent qu'on n'a pas. Et l'argent qu'on emprunte, on doit la rembourser. On doit la rembourser avec des intérêts. Et le problème des intérêts, c'est que c'est un côté exponentiel, ces intérêts. C'est pour donner un petit, je vais vous donner un petit chiffre. Ça, c'est vachement important, surtout avec la crise de la dette, mais c'est vachement important de comprendre ça, l'intérêt, comment fonctionne l'intérêt d'une dette. Vous avez déjà fait une dette? Oui, Voilà. bien sûr. Vous avez remboursé. Non, c'est une bonne méthode pédagogique pour comprendre. Voilà. Donc, mais admettons, moi vous empruntez 10 000 euros à 3%. Vous mettez 50 ans pour le rembourser. On prend longtemps, 50 ans. Comme l'État, hein. L'État, il emprunte sur très longtemps, mais voilà. Mais vous empruntez sur 50 ans. Si vous empruntez à 3%, il faut rendre au bout de 50 ans, il faut rendre 44 000 euros. Donc 4,4 fois. Donc il faut rendre beaucoup. Voilà, par exemple, les gens avaient emprunté pour leur argent, ont emprunté pour leur argent à 3-4%, ça va, c'est pas trop énorme, mais il faut rembourser beaucoup plus que ce qu'on a. Donc c'est une spirale. On emprunte pour spéculer, quand on emprunte pour spéculer, il faut rendre. Mais le problème, c'est qu'il faut que, pour que ça soit rentable, il faut que toujours il y ait une augmentation du prix. Donc tant que l'immobilier augmentait de 4, de 5, 6%, 10% par an, il n'y a pas de problème. Vous empruntez à 3-4% pour spéculer. euh, L'augmentation va être supérieure à ce que vous payez en taux d'intérêt. Voilà. Seulement le problème, c'est que une augmentation de 3-4%, c'est quelque chose d'exponentiel. Par exemple, 3% au bout de 23 ans, ça s'est multiplié par 2. Voilà, c'est ça. Un taux de 3%, c'est au bout de 23 ans, c'est multiplié par 2. Une petite question, au bout de 230 ans, ça fait combien 3%? J'ai doublé au bout de 23 ans. Au bout de 10 fois plus de temps, ça a été multiplié par 1000. Oui, c'est le côté C'est dur, exponentiel. enfin. Mais oui, oui, mais c'est très dur. C'est pour ça que quelque chose d'exponentiel, c'est quelque Alors chose. c'est pour ça un petit peu qu'on dit donc que quand on fait un prêt, c'est les petits-enfants qui rembourseront le prêt et ils finiront de rembourser le prêt. Il y a Ouais, on peut il dire, y a ouais. cette idée qui traîne aussi Ouais, aujourd'hui. ah bah cette idée, ouais, on pourra en reparler, mais le côté exponentiel d'une dette, c'est-à-dire que le côté exponentiel d'une augmentation, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a une accélération, c'est qu'après c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus dur, et que voilà, que l'immobilier, il y a un moment, il a arrêté d'augmenter.
Voilà ce qui s'est passé, la spéculation. Il a arrêté 2008 et rien que le fait de même augmenter un tout petit peu, c'était suffisamment pour que les choses se cassent, voilà, que le marché se casse la figure. Surtout qu'il y a des gens qui sont très habitués à la spéculation, qui connaissent très bien ces mécanismes que les particuliers ne connaissent pas. C'est des gens qui sont, dont leur métier c'est de spéculer. Et comme l'histoire du Mistigris, vous voyez, c'est mon Mistigris que je distribue, hein, voilà. Mon livre, maintenant il vaut 100 000 euros, c'est vous qui l'avez. Et le roi élu, c'est la fin. C'est pour vous. C'est vous qui avez perdu vos coups. Vous avez déjà joué au Mistigris avec vos Bien enfants? Ouais, sûr. voilà. Mmh. Bah, le dernier, quand ça s'arrête, le jeu, c'est terminé. Mmh. Et d'un coup, la banque, elle vous dit, mais non, vous vous remboursez vos 100 000 euros. Mais vous les avez pas du tout. Donc, vous pouvez pas les rembourser. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis avec les maisons qui valaient une fortune, et en Espagne aussi, voilà. Un peu moins en France, pas du tout en Allemagne. Et donc, les gens se sont retrouvés ruinés. Et les banques leur demandent de rembourser. Comme en Espagne, on leur demande de rembourser. Mais les gens, ils peuvent pas rembourser. Et le problème qu'ils peuvent pas rembourser, c'est que les banques, si on ne les rembourse pas, et qu'il y en a un qui rembourse pas, ça va. Mais s'il y en a beaucoup qui remboursent pas, elles sont en faillite. Donc les banques étaient en faillite en 2008. Ce qui est arrivé, voilà. Les banques avaient été en faillite. Il y a eu d'autres mécanismes, mais j'ai pas le temps de l'expliquer. Pourquoi? Mais les banques, elles étaient toutes, elles avaient toutes échangé, elles se tenaient toutes par la barbichette. En fait, le Mistigris, c'était pas qu'une banque qui l'avait, c'est tout le monde qui l'avait, le Mistigris. Et les banques étant en faillite, le système il s'écroulait. Et quand un système bancaire il s'écroule, ça veut dire que ça arrivait en Argentine. euh, je- Moi, je suis allé en Argentine juste après la crise et j'ai vu, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, vous pouvez plus retirer d'argent, il n'y a plus d'argent, vous pouvez plus échanger. C'est une vraie crise économique, tout le monde se retrouve. Et donc l'État n'a pas eu le choix, était pris voilà, c'était l'émeute, hein, ça a été l'émeute en Argentine. Donc l'État a renfloué les banques, a autorisé les banques à se renflouer. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire l'État à cette époque-là, en 2008, c'est-à-dire de dire on arrête ce système, vous ne pouvez pas spéculer avec l'argent que vous n'avez pas. Mais on a laissé faire, c'est reparti de plus belle. De plus belle, voilà, ça a respéculé, puis ça avait spéculé sur l'immobilier, mais c'est passé la même chose sur les matières premières, sur le pétrole et aussi la nourriture, hein, ce qui a provoqué des famines, etc., hein. C'est peut-être aussi ça qui a provoqué les révolutions dans les pays arabes. Enfin, il y a quand même des conséquences énormes à cette spéculation. Voilà, les banques étaient en faillite, l'État a réinjecté beaucoup d'argent. Et comment elle a réinjecté beaucoup d'argent? En endettant l'État. Voilà. Et on a réendetté les États, et on réendette les États, et on en a remis. Ce qui fait que là, le budget de l'État, c'est 300 milliards. Euh, Combien il y a de recettes, à votre avis? Je suis incapable de vous répondre à Sur cette les 300, question. ouais, Mmh. 200 milliards. D'accord. Vous imaginez, vous dépensez 3 000 euros, vous en gagnez Il y a deux que mille 2000. Ouais. Mmh. Non, mais est-ce que c'est durable? Non, tout à fait, Voilà, puisque c'est voilà, voilà, un trou qu'on voilà, entretient, en voilà, fait. c'est un truc qu'on entretient. Mais à qui elle emprunte cet argent, l'État? On imagine à d'autres pays. Ouais, en partie à d'autres pays, mais à d'autres pays, à qui? À qui dans la population elle emprunte? Qui prête de l'argent aux États? Bah, les citoyens, non? Oui, mais quel type de citoyen? Qui prête 100 Heu, milliards? 100 milliards, c'est pas c'est rien. pas que oui, Non, donc ceux qui paient des impôts peut-être, non? non, c'est la catégorie qui a du surplus. En fait, on va dire, c'est 10% les plus riches de la population occidentale qui prêtent de l'argent à l'État. Sous un taux d'intérêt, Voilà, sous un taux d'intérêt important, je suppose? important, Bien très sûr. important. Enfin, 3-4% jusqu'à présent. Mais quelque chose à comprendre, c'est toujours ce côté exponentiel de la dette. Voilà, sur 50 ans, je vous prête à 3%, vous devez me rembourser 44 000 euros. C'était multiplié par 4. Maintenant, au lieu de vous prêter à 3%, j'ai pas confiance en vous. Donc, je fais comme les marchés. Comme les marchés font en Grèce, j'ai pas confiance en la Grèce. Donc, je prête à 11%. Combien je devrais vous rembourser au bout de 50 ans? Ah, Donc c'est, au lieu de 4, au lieu d'être multiplié par 4,4,
votre dette, elle va être multipliée par combien? Juste parce que je passe de 3 à 11. Ça, c'est On imagine, oui, 4 fois plus, ou non? ouais, et ben non, c'est pas 4 fois plus, c'est toujours pareil, c'est 184 fois. Donc voilà les côtés et admettons pour mieux comprendre, c'est j'ai vous avez emprunté 10 000 €. Parce qu'emprunter ou placer, c'est la même chose. Ce qu'il faut bien comprendre, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que l'argent ne travaille pas la nuit. Il y a que des hommes qui travaillent. Et quand vous prêtez de l'argent, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille et qui a une dette pour vous le rembourser. Ça, ce mécanisme, il est simple, hein, voilà. Heu, Si on crée de l'argent, on ne crée pas de richesse, on l'a vu tout à l'heure. Donc prêter de l'argent ou emprunter, c'est la même chose. C'est juste qu'à côté, c'est la même chose. C'est facile de dire. Oui, il vaut mieux Mathématiques prêter qu'emprunter, hein, oui, oui, sur mais le principe. non, mais c'est la même face. On dit qu'il y a une double face de la monnaie, mais c'est la même côté du miroir. C'est un vase communicant. Alors, c'est pour ça que je veux le dire parce que si vous placez votre argent à 10 000 €, à 3 au bout de 50 ans, vous avez 44 000 €. Mmh. Si vous l'aviez placé à 11 au lieu de 44 000, C'était plus intéressant. combien vous aurez au bout de 50 ans? Vous aurez pas 44 000 €, vous aurez combien? Bah, on imagine, 4 fois plus, hein, aussi. Non, vous auriez 1 800 000. Et si au lieu de placer à 11 vous aviez placé à 12, au lieu d'1 800 000, vous aurez combien? Ben, je sais pas. Ouais. Non, mais dites un chiffre comme ça, c'est Bon, on imagine, oui, peut-être 100 000 € de plus, non? non, vous aurez 2 900 000, 1 million de plus. Voilà, le 1 vous voyez? Le 1. Et c'est pour ça C'est que exponentiel, c'est ce voilà, que vous nous voilà, disiez, voilà. c'est exponentiel et ce système, on va dire des intérêts composés, c'est un système, voilà, qui est difficile à comprendre parce que la notion d'exponentiel, c'est quelque chose, qui est enseigné en fin de lycée et qui est très peu compris. Donc il faut quand même placer son argent. Oui, mais si vous placez votre argent ah oui, non, mais c'est très rentable. Le système pour celui qui place son argent, est très rentable. C'est très profiteur pour celui qui place, c'est pour celui qui emprunte, c'est très mais le taux d'intérêt, on voit qu'il est très, très voilà. Si vous êtes comme la Grèce, vous voyez que la Grèce qui emprunte à 11 c'est pas du tout la même chose que l'Allemagne qui emprunte à 3 ou la France. C'est pour ça que c'est important. C'est-à-dire que chaque pourcent de plus est à un coup près. La Grèce à 11 elle ne peut pas rembourser. C'est mais ce qui se passe pour la Grèce, en fait, il se passe la même chose pour les entreprises. Quand vous êtes une entreprise et qu'on vous demande une rentabilité de 11 c'est comme si on vous faisait un prêt de 11 Donc on a demandé à une rentabilité à 11 aux entreprises. Donc c'est quelque chose d'infernal. Donc la seule méthode pour, avoir une rentabilité exponentielle, bah, c'est de délocaliser. C'est pour ça que toutes les usines sont parties, dans les pays, on va dire, où les gens sont des esclaves et donc en faisant un système comme ça, il y a un moment, on voit bien qu'il va bloquer. Qu'il va bloquer. C'est-à-dire qu'il y a une limite, il y a une limite à ça. On peut pas demander à une entreprise de faire du 11 de rentabilité par an, tous les ans, 11 c'est énorme. Qui le demande à cette entreprise? Et ben les actionnaires, les gens qui placent, voilà. Est-ce qu'on en revient toujours en fait? Les gens qui placent leur argent veulent gagner de l'argent sans travailler. En fait, on dit mon argent travaille, mais c'est toujours, j'insiste, c'est quelqu'un qui travaille à votre place. Voilà. Et quand on place son argent, en fait, c'est là pour moi le cœur du système, c'est le cœur de la matrice. Voilà, dans le petit livre. Alors c'est un petit livre, voilà, que vous avez écrit? Non, non, c'est pas du tout moi. Moi, je m'inspire, je m'inspire de livres, tout ce que je vous Alors raconte. qui a écrit ce petit livre? Ce petit livre, il a été écrit par l'association Journal. Elle est éditée aussi, c'est relié, vous pouvez le commander chez Yves Michel, qui fait un travail aussi formidable sur l'économie. Je me suis pas mal inspiré des livres de Yves Michel, qui est de Gap, hein, ouais, c'est Tout à fait, qui est, voilà. les éditions, du Souffle d'Or. Ouais, Souffle d'or et les éditions Yves Michel qui sont vraiment, et ce petit livre, qui s'appelle Le crédit et son intérêt, qui est édité par l'association Journal, Journe, ARLES, comme la ville d'Arles, hein, journal.org. Vous pouvez y aller sur www.journal.org, vous pouvez télécharger, c'est en PDF, voilà, c'est vraiment, c'est du copyleft, c'est gratuit. Et dedans, expliquer vraiment tous ces mécanismes.
La chose, que j'essaye aussi de faire comprendre, hein, comme Yves Michel, comme, enfin, il y a pas mal de il y a des gens qui sont, on va dire, dans l'alternative, économique, c'est de faire comprendre, les mécanismes de ce système, de ces systèmes d'intérêt et de monnaie, de fonctionnement. Pour, une fois qu'on l'a compris, après on se fait son propre jugement sur le système, mais savoir que le système actuel du capitalisme qui a été inventé, il y a que 300 ans, hein, ça n'a pas toujours fonctionné comme ça, hein, le système de la monnaie, va vers un mur. Et la sortie de ce mur, c'est une crise, c'est une guerre. Il y a toujours été soit la guerre, soit la crise. Ça finit toujours très mal. Et on pourrait peut-être penser à d'autres mécanismes. Par exemple, ce mécanisme de l'intérêt, une entreprise, elle doit payer des intérêts. Elle vous le refacture. Par exemple, vous, quand vous utilisez de l'eau chez vous, Oui, bien voilà, sûr. obligé, Mmh. ouais. Vous savez, voilà, construire un réseau d'eau, c'est très long. Mmh. Voilà, c'est un gros investissement. C'est sur 30 ans ou 40 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous devez investir sur 30 ou 40 ans pour avoir le retour? Eh bien, vous payez beaucoup d'intérêts. Et vu que vous payez beaucoup d'intérêts, ben, vous le facturez. Un quart de votre note d'eau, quand vous payez 100 euros d'eau, il y a 25 euros qui part aux banques. Et forcément au rentier. Voilà. Et donc, en fait, tous les investissements qui demandent du temps, comme isoler des maisons, comme changer notre système de production d'énergie, comme changer un système d'agriculture chimique en un système d'agriculture biologique. Toutes les choses qui sont indispensables à la survie de notre espèce demandent du temps. Et dans un système où l'intérêt coûte très cher, où l'intérêt fait que le temps, c'est le temps qui coûte, via ce système qui coûte très cher, on ne peut pas investir. Et on fait que du court terme. Surtout quand vous voyez une exponentielle, au début la pente est douce, après elle devient un peu plus raide, et après ça devient un mur. Ça c'est exponentiel. Donc quand vous empruntez sur 30 ou 40 ans, ça vous coûte très très cher. Donc on est obligé de faire du court terme. C'est par exemple, je parle de l'eau, pourquoi les mairies elles sous-traitent par exemple à Veolia le fonctionnement de l'eau? C'est parce qu'en fait elles sous-traitent la capacité d'endettement. C'est-à-dire que ces sociétés sont capables d'emprunter, au lieu d'emprunter à 4, sont capables d'emprunter moins cher que les communes. Et grâce à ça, et elles peuvent investir, elles ont une capacité. Et c'est vraiment ce système-là, il est d'une énorme perversité. Quand je vous parlais de sortir du cadre, c'est que si on n'invente pas un autre système, on va dire économique, non seulement il va se casser la figure, parce il peut que se casser la figure, c'est inscrit. C'est-à-dire que il exige de la croissance, et euh, la croissance illimitée, ça ne peut pas exister sur une planète finie, quoi. C'est une autre petite question. Imaginez, c'est des nénuphars. Vous avez déjà vu des nénuphars Oui, oui, bien sur sûr. un étang, voilà. Et ben, en fait, les nénuphars, ça double tous les jours. C'est une croissance exponentielle. Mmh. Voilà. Au bout de 17 jours, euh, ça, mes nénuphars, ils ont envahi le quart de mon étang. Dans combien de jours tout mon étang va être recouvert? Deux Je jours pense que plus. oui, Voilà. donc Il y en a un quart. Le lendemain, il y en a la moitié. Et le jour suivant, il y en a tout. Voilà. Oui, il a fallu 17 jours pour faire la... Et le côté exponentiel, voilà. Le côté exponentiel d'une économie, voilà. C'est-à-dire que dans un système d'intérêt, pour rembourser les dettes, on est obligé d'avoir une croissance infinie. Et donc, on est obligé. Sur le problème, c'est que c'est comme voilà, une croissance infinie, ça pose un problème. Moi, j'ai des petits-enfants. Les enfants, ils sont petits, ils sont en pleine croissance. Mais il y a un moment, s'ils continuaient à 8 ans à leur croissance jusqu'à notre âge, ils feraient 30 mètres, 40 mètres. Voilà, ça, c'est pas souhaité. voilà, ça poserait problème. Non seulement il faudrait encore les nourrir, ça coûterait cher en nourriture, mais voilà, un pays, une fois qu'il a atteint sa taille adulte, il ne peut plus croître. Voilà. Donc, Donc il y a un mur, vous parliez d'un mur tout à l'heure, le oui, symbole du mur. Et aujourd'hui, on est dans le mur? oui, on y arrive, oui, on arrive dans le mur. C'est bon, le problème, c'est que je sais plus qui disait que c'est plus facile au peuple de mourir que de réfléchir. C'est c'est pas très gai ce que je C'est dis. extrémiste un peu. Ouais, mais ouais, mais bon, c'était quelqu'un qui a dit ça en 1939, alors faut le comprendre. Euh,
Je pense que moi je suis assez optimiste, hein, quand même, que les gens on va réfléchir, mais on a du mal à sortir de ce cadre-là parce qu'on a du mal à le comprendre. Comment, jusqu'à la crise, moi personnellement, je m'étais jamais intéressé à comment fonctionnait l'économie et l'énergie, ça fait longtemps. Et ça fait longtemps que je me posais la question, vous avez une maison, c'est très intéressant de l'isoler. Pourquoi on n'arrive jamais à isoler une maison alors que c'est bien pour les murs, ça protège vos murs des intempéries, ça protège de l'humidité. Enfin, et pourquoi on continue à acheter de l'essence qu'on sait qu'elle va augmenter, que ça pollue, voilà. Pourquoi on n'arrive jamais à trouver l'argent? Et pourquoi on arrive à trouver, alors, voilà, moi je travaille là-dedans dans les économies d'énergie, pourquoi on arrive à trouver de l'argent pour changer la chaudière, pour changer des choses qui sont dans des rentabilités courtes. Voilà, c'est-à-dire que 3 4 ans, voilà, on arrive à faire les travaux. Mais des travaux sur 15 ans, jamais, jamais on arrive voilà, ou alors des choses subventionnées. Et quand on y arrive, c'est parce que quelqu'un paye les intérêts, le prêt à 0%, etc. Voilà. Et je pense que il y a au Moyen Âge, chez les Égyptiens, enfin, il y a eu plusieurs époques où en fait l'intérêt n'existait pas. Les églises ont interdit l'intérêt pendant tout le Moyen Âge. C'était un péché capital, enfin c'était l'usure, voilà, le péché d'usure, hein. C'est quelque chose de très, qui a été condamné, hein, pendant des siècles, hein. C'était condamné par, c'est pour ça que c'était souvent des étrangers, des non-catholiques qui faisaient les banquiers, parce que c'était très mal vu, quoi. Les musulmans ont interdit l'usure aussi voilà, une banque islamique, voilà, une banque islamique ne doit pas faire d'intérêt. Elle prend une commission, mais elle ne fait pas d'intérêt. Voilà, c'est inscrit dans le Coran, quoi. Il y a beaucoup de grandes religions qui ont interdit ça pendant des siècles. Et on s'est jamais posé trop la question, parce qu'en fait, c'est un système, voilà, qui nourrit quand même ceux qui ont déjà, quoi. Imaginez, vous êtes une grande chanteuse. Voilà. Vous faites une soirée, il y a 10 000 personnes qui viennent vous voir, payent chacun 10 000 euros. Dans la soirée, vous avez gagné 10 000 euros. Je veux dire, est-ce que c'est condamnable? Est-ce que c'est moralement condamnable? Ben non, Non, vous êtes une grande chanteuse. bien sûr, on paie votre talent un peu. Voilà, on paye votre talent. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. C'est pas condamnable que vous gagnez 100 000 euros. Par contre, ce qui est peut-être condamnable, c'est que le fait qu'avec vos 100 000 euros, en fait, vous allez avoir besoin de 10 000 euros pour vivre et que les 90 000 euros, vous allez les placer. Et que l'argent, en fait, au bout de 50 ans, vous aurez de quoi vivre de vos rentes sans rien faire. Et vos enfants et vos petits-enfants, ils auront toujours plus, voilà. Et peut-être que le fait que vous avez été une grande chanteuse, ça justifie pas le fait que vos arrière-petits-enfants, ils vont être milliardaires, quoi. Juste une dernière chose, la femme la plus riche de France, qui est l'une des plus riches du monde aussi, Dont on parle voilà, pas mal voilà, dans l'actualité. elle possède son patrimoine, c'est l'équivalent de combien de personnes en France? 6,5 millions. 6,5 millions. Voilà, vous prenez 6,5 millions de La gens, comparaison est intéressante, oui. les 10% les plus pauvres. Les 10% les plus pauvres, vous leur prenez tout ce qu'ils ont autant qu'une personne. Maintenant, vous prenez les 11 personnes les plus riches en France, et ça fait, toujours sur le même principe, là, on passe pas à 10%, on passe à 30%. Le patrimoine des 30% les plus pauvres, hein, voilà. Donc, on est dans un système quand même qui favorise, qui transfère en fait l'intérêt, chaque jour, transfère 300 millions des gens qui ont rien en banque et aux gens qui prêtent de l'argent. Voilà. Voilà. Tout ça, je veux dire, On peut trouver ça dans un livre. Vous avez ouais. un livre à nous conseiller? Alors ça, je vous conseille, il y a plusieurs livres. Je vous conseille vraiment les éditions Yves Michel. Yves Michel a fait un travail depuis des années où c'est donc Stop, tirons les leçons de la crise. C'est un bon pavé d'Olivier Berruyer aux éditions Yves Michel. Mais il a aussi La dette publique, une affaire rentable de Philippe Desrouders et de André Jacques-Holbeck. Voilà, vous tapez Yves Michel édition sur Internet et vous trouvez tout ça. Il en a d'autres aussi sur la monnaie. Il en a un qui est plus philosophique, on va dire, qui est sur notre relation entre la monnaie, qui s'appelle Au cœur de la monnaie de Bernard Létière, qui est plutôt, on va dire, qui n'est pas de l'économie, c'est plutôt de la philosophie. Il y a aussi, moi je me suis inspiré de John Kenneth Galbraith, qui était un grand économiste de la crise de 1929 et qui avait prédit en disant que la génération qui a oublié la crise de 29, voilà, on est condamné à vivre ce qu'on oublie. À la À force, limite, c'est un éternel recommencement. bah, c'est un éternel recommencement tant qu'on restera dans ce cadre. Voilà.
Et Et s'il y a un seul livre, pour débuter, avec, ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui? un seul livre, moi je conseillerais La dette, une affaire rentable, voilà, de Philippe Il faut Desruders. commencer par Ouais, celui-là. commencez par celui-là. Et les 2 petits livres, Le crédit et son intérêt, journal.org ou aux éditions Yves Michel, voilà. Et juste pour terminer, j'avais préparé juste un petit texte de Machiavel. Il faut considérer qu'il n'existe rien de plus difficile à accomplir, rien dont le succès ne soit plus douteux, ni rien de plus dangereux à mener que d'initier un nouvel ordre des choses. Car le réformateur a des ennemis parmi tous ceux qui profitent de l'ordre ancien, et seulement de tièdes défenseurs chez tous ceux qui pourraient profiter de l'ordre nouveau. Cette tiédeur émergeant en partie de la crainte de leurs adversaires qui ont les lois en leur faveur, et en partie de l'incrédulité de l'humanité qui ne croit réellement à rien de nouveau tant qu'elle n'en a pas fait vraiment l'expérience. Voilà. C'était Machiavel qui disait déjà ça au XVe siècle. Machiavel qui vivait au temps des Florentins. Et à cette époque-là, il y avait des gens qui menaient sur un banc, et ça fait le mot banquier. Voilà. Et quand ces banquiers, L'origine est là, voilà. Et quand ces banquiers faisaient faillite, on leur cassait leur banc. Ça faisait un banco rota, d'où le mot banqueroute. banqueroute. Voilà. Je vous remercie beaucoup de Ouais. nous avoir, donné quelques éléments et Oui. quelques bases de l'économie, mais en ce moment, c'est d'autant plus important, je pense, donc Ouais. merci à vous. Voilà, beh, je vous remercie à vous de m'avoir, ouvert le micro. Éventuellement, vous êtes, aussi, disponible pour refaire cette conférence, Oui, alors dans des lieux, des associations? alors on peut aller, j'ai un site internet qui s'appelle www.les-transition.fr ou alors au 06, 16, 27 87 52 06 16 27 87 52. Je propose 3 conférences gesticulées. D'habitude, je les fais avec un public, donc on fait une très belle bulle D'où le terme gesticuler. voilà, à la radio, on le voit moins. Je fais une bulle spéculative, donc il y en a une sur le climat qui s'appelle changement d'air, une autre sur l'énergie qui s'appelle la phase grise de l'énergie, et l'autre, boom crack, crise sur l'économie. Voilà, je propose mes services à tous ceux qui veulent. C'est normalement, tout le monde doit comprendre. C'est voilà, Oui, vous faites ça pour ça, voilà, en tous les cas. voilà. Jean Gandorn, merci et puis, Ouais. à une prochaine fois sur notre antenne. Ben, je vous remercie beaucoup. Au Merci. Au revoir. revoir.